Nouvelle sortie médiatique du parti Union sociale libérale au Bénin. C'était l'occasion pour la formation politique de faire le point des démarches entreprises dans les préparatifs des législatives d'avril 2019. Le groupe Boko Haram sème toujours la terreur dans le nord-est du Nigeria. Quelques 30 000 personnes ont fui la ville de Ran, désormais sous le contrôle des djihadistes. Réexamen annuel des mesures restrictives de l'Union européenne. Les pays membres de l'UE ont reconduit jusqu'au 31 janvier 2020 le gel des avoirs détenus par les personnes poursuivies en Tunisie. Dans cette édition, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Le groupe Boko Haram sème toujours la terreur dans le nord-est du Nigeria. Quelques 30 000 personnes ont dû fuir la ville de Ran, désormais sous le contrôle des djihadistes. Reportage. 48 heures auront suffi pour que toute la population en panique prenne la fuite pour tenter d'échapper à la mort. Le porte-parole du HCR s'est dit outré au cours d'un point de presse à Genève. La ville de Ran, au Nigeria, est située à la frontière avec le Cameroun, qui lutte également contre le groupe djihadiste dans l'extrême nord de son territoire. La panique a été déclenchée par le retrait dimanche des troupes camerounaises qui y avaient été déployées après l'attaque du 14 janvier qui avait fait 14 morts. Boko Haram avait mis à sac une base de l'armée et mis le feu à la ville où étaient réfugiés plus de 35 000 déplacés. Lundi, les insurgés sont entrés dans la ville sans rencontrer de résistance, les soldats nigériens ayant décidé de se retirer à leur tour, anticipant une attaque de Boko Haram selon plusieurs sources civiles. Plusieurs sources humanitaires ont également confirmé l'occupation de la ville par les insurgés. À 3 semaines du scrutin présidentiel au Nigeria, le bilan sécuritaire du président Muhammadu Buhari est très critiqué, malgré les affirmations répétées selon lesquelles le groupe djihadiste est presque vaincu. L'escalade de violence soulève, en outre, des questions sur la manière dont des élections peuvent être organisées dans ces zones touchées par les combats, où plus de 1 800 000 de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. Les autorités camerounaises veulent décapiter le parti de Maurice Kamto. C'est ce qu'a estimé mardi son vice-président Emmanuel Sy dans un communiqué dénonçant l'arrestation la veille de l'opposant et plusieurs de ses militants à Douala. Reportage. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, condamne fermement ces interpellations politiques injustifiées et au demeurant annoncées dont le but inavoué est de décapiter le MRC et sa coalition gagnante autour de Maurice Kamto, dit le texte. Le leader du MRC, Maurice Kamto, qui revendique toujours la victoire à la présidentielle d'octobre dont il est arrivé officiellement deuxième derrière le président Paul Biya, a été arrêté lundi soir au domicile d'Albert Zongang, homme politique soutien de Kamto. Alain Fogué, universitaire et trésorier du MRC, a de même été arrêté lundi soir à Yaoundé pour les motifs d'insurrection et de destruction des biens selon le communiqué de mardi. Ils ont tiré les balles blanches dans... Regardez un peu. Regardez, ça c'est les balles blanches. Ils ont tiré quand il est passé. Ils sont même tombés avec mon client. Aux environs de presque 19 heures passées, nous avons vu comment il y a eu la voiture anti-émeute qui est arrivée. Nous étions là avec quelques membres qui étaient là dehors. Ils ont seulement commencé à... Quand ils ont garé la voiture, il y a aussi les voitures de la police. Ils ont commencé à tirer en l'air et tirer pour disperser la population. En temps, maintenant, nous ont chassés. Nous sommes partis à l'entrée, lancer les gaz lacrymogènes sur les gens. Nous sommes quittés, allés en route. Avec le régime en place, avec ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas normal pour le Cameroun. Nous sommes dépassés. Et comme il commence avec les actions comme ça, nous, le peuple camerounais, on va se révolter pour ça. Samedi, le MRC avait appelé à manifester dans tout le pays contre la réélection de Paul Biya, 85 ans, dont 36 au pouvoir. Au cours de ces marches dans plusieurs villes non autorisées, 117 personnes ont été arrêtées. L'ex-directeur de campagne de Maurice Kamto, Paul-Éric Kenge, et le rappeur pro-Kamto Valzero faisaient partie des interpellés. Samedi soir, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, avait estimé que le parti de Maurice Kamto avait franchi la ligne rouge.
La répression qui a suivi les violentes émeutes contre la hausse des prix des carburants au Zimbabwe ce mois-ci est pire que celle en cours sous le règne de l'ex-président Robert Mugabe. C'est ce qu'a déploré mardi le chef de l'opposition, Nelson Chamisa, s'exprimait au cours d'une conférence de presse à Harare. La personne que nous tenons responsable de l'anarchie que nous avons vue dans le pays n'est autre que M. Mnangagwa, qui a annoncé une augmentation de 150% du prix du carburant sans aucun préavis, sans aucune justification. C'est lui qui a incité les citoyens à réagir. Ça n'a rien à voir avec le MDC. Ça fait 14 mois que Mugabe a quitté la scène politique, mais ce que nous voyons en ce moment constitue une escalade qui fait ressembler Mugabe à un enfant en matière de terreur, a déclaré le président du mouvement pour un changement démocratique. La nuit, les gens ne peuvent plus jouir de leur liberté. Ils sont arrachés à leur lieu de détente et de divertissement, au restaurant et tabassés, a-t-il ajouté. Je ne sais pas combien de personnes sont censées être tuées, je ne sais pas comment, je ne sais pas combien de sang doit couler dans les rues de Harare avant que la SADC fasse quelque chose. Je ne sais pas combien de femmes sont censées être violées avant l'intervention de nos organes régionaux. Nous insistons toujours sur le dialogue, mais le problème est que nous n'avons personne avec qui dialoguer. Le régime du président Emmerson Mnangagwa a brutalement riposté aux manifestations violentes qui ont accueilli sa décision le 12 janvier d'augmenter de plus de 150% les prix des carburants dans un pays épuisé par 2 décennies de crise. Selon les ONG, au moins 12 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées, notamment lors de passages à tabac en règle par la police ou l'armée. Chamisa a indiqué que son parti avait recensé jusque-là 844 cas de violation des droits de l'homme. L'Association des avocats pour les droits de l'homme a affirmé mardi avoir dénombré 823 arrestations, dont de nombreux adversaires du régime. Social libéral, là nous sommes au Bénin, c'était l'occasion pour la formation politique de faire le point des démarches entreprises dans les préparatifs des législatives d'avril 2019. Il était également question de clarifier des zones d'ombre relatives à la liste unique de l'opposition. De nombreuses rumeurs circulent et font état de ce que l'opposition au Bénin est divisée quant à la liste unique initialement prévue dans le cadre des élections législatives du 28 avril prochain. L'Union sociale libérale donne de la voix et dément toute supposée désunion de l'opposition. L'opposition n'est pas divisée puisque nous avons le même objectif qui est de contrôler le Parlement. L'objectif qui est également de voter une loi d'amnistie pour permettre aux exilés politiques de rentrer au Bénin, aux prisonniers politiques de sortir de prison. Nous avons dans l'opposition tout un programme parlementaire à exécuter. Donc nous ne sommes pas dans la logique de la désunion. Mais dans notre unité, il y a forcément des diversités. Et ça, on peut le dire. Nous réaffirmons encore ici, à l'attention du peuple béninois et de toute la communauté nationale et internationale, que nous sommes pour la victoire de l'opposition. Et cette opposition a la possibilité d'être plurielle. Et ça, il est important de le marteler. Le Parti communiste du Bénin était aux côtés de l'USL pour relever l'importance de conjuguer les forces afin de sauver la démocratie. Sous Kérékou, c'était plutôt politique. Nous avons ici un homme qui tient toute la classe politique, qui tient l'économie du pays avec son clan. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec cette situation ont commencé à se battre depuis avril 2017. Et aujourd'hui, nous sommes face à un processus électoral. Il s'agit aujourd'hui que toutes les forces se coalisent d'une manière ou d'une autre contre ce pouvoir-là. L'opposition n'a pas besoin d'être sur une même liste. L'essentiel, c'est que nous ayons un objectif commun, à savoir le combat contre le pouvoir autocratique qui est en place. Les préparatifs du scrutin vont bon train et l'opposition met les bouchées doubles pour avoir la majorité au Parlement.
Au Libéria, Ellen Johnson-Sirleaf en avait rêvé, mais c'est George Weah qui a fait. Mais comme pour le reste du programme du président libérien, l'application de la loi sur la propriété des terres adoptée pendant sa première année de mandat bute sur des difficultés financières. Plus de précision à travers cet élément. C'est à George Weah, seulement deuxième président indigène de l'histoire du pays, qu'est revenu le privilège de promulguer en septembre la loi sur la propriété de la terre. Son adoption a ravi nombre de Libériens, comme le chef traditionnel de Siafa-Keuve, une bourgade de 3000 habitants située à 120 km au nord de Monrovia. Nous vivons dans la ville de Siafa-Keuve, comme des réfugiés. Nous n'avons nulle part où vivre. Dans ta ville natale, si tu n'as nulle part où aller chercher de l'argent, si tu n'as nulle part où aller chercher de la nourriture, alors tu es un réfugié. C'est sur les terres de ce village et d'une dizaine d'autres des environs que le gouvernement a accordé dans les années 2000 au conglomérat malaisien Sim Darby, géant mondial de l'huile de palme, une concession de 63 ans, sans en aviser la population, essentiellement agricole selon les habitants. Les compensations financières de quelques centaines de dollars américains, la construction de latrines et d'un puits et l'embauche de membres de chaque famille par le groupe ne compensent pas la perte de leurs moyens de subsistance, estime le chef du village. Les concessions existantes, par exemple Simé Darby, Mittal Steel, etc., ces concessions qui ont des licences valides, elles ne seront pas affectées par cette loi. They will not be affected by this act. Les conditions contenues devront expirer avant que les terres sur lesquelles ils exercent leurs activités ne reviennent à la collectivité. Donc, si tu as un contrat de concession qui dure 99 ans, tu dois attendre 99 ans. Le test prévoit une période de 2 ans à partir de son entrée en vigueur pour établir un cadastre national des terres coutumières. Mais des mois plus tard, le processus n'a pas encore débuté, reconnaît Stanley Toé, soulignant la situation financière précaire que traverse le gouvernement. Pour accomplir sa mission, l'autorité foncière s'est donc tournée vers la communauté internationale, dont elle espère des engagements pour pouvoir entamer sa mission dans les prochains mois. Réexamen annuel des mesures restrictives de l'UE. Les pays membres de l'Union européenne ont reconduit jusqu'au 31 janvier 2020 le gel des avoirs détenus par les personnes poursuivies en Tunisie, mais il y a une exception. La décision entrée en vigueur mardi fait état de ce que l'Union européenne a reconduit pour 1 an les sanctions imposées à la famille et aux proches de l'ancien président tunisien Zine El Abidine Ben Ali. Ces personnes sont poursuivies pour détournement de fonds. Une particularité cependant, de la liste a été supprimé un ex-gendre du président, Marwan Mabrouk. Ce dernier était poursuivi par la justice tunisienne pour acquisition de biens mobiliers et immobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent. En effet, le réexamen des sanctions permet de modifier la liste en fonction des résultats des enquêtes menées dans le pays. Les avoirs de Marwan Mabrouk saisis après la Révolution, dont la société Investec, propriétaire de 50,99% de la société Orange, ainsi que MTH, propriétaire de parts dans l'assureur GATT, ont été transférés au fonds Karama Holding, qui gère tous les avoirs inclus du clan Ben Ali. En outre, lancé 1 an avant la révolution qui a renversé Ben Ali en 2011, Orange Tunisie fut le premier opérateur tunisien à obtenir une licence 3G. L'ONG iWatch, branche tunisienne de l'organisation anti-corruption Transparency International, a accusé la France d'avoir fait pression pour obtenir le dégel des avoirs de Mabrouk afin que le groupe français puisse finaliser l'achat de parts de capital appartenant à Investec. Orange souhaite de longue date accroître le contrôle de sa filiale tunisienne dont il ne possède que 49%. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie de nos programmes.